Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 31 mai, Clink arrive chez nous, des mamans en colère à Méricourt, la fibre SFR continue son déploiement et pour la première fois, une Gay Pride et un village des fiertés à Lens. Notre invitée du jour, Estelle Coquerel de Culture Commune, pour nous parler de la constellation imaginaire. Et on retrouvera Fred pour la rubrique sport et je vous donnerai quelques sorties à faire ce week-end. A tout de suite sur Télégoël. On commence ce journal par une triste nouvelle. Nous avons appris cette semaine le décès de Raymond Destouches, un des créateurs de la chaîne en 1991. Il est décédé après 1 an et demi de combat contre le cancer. À la tête d'un club vidéo sur Méricourt, il a l'idée, avec quelques élus communistes, de créer une télévision locale sur le territoire. Diffusée sur Numéricable, la chaîne prend de l'ampleur et les émissions et reportages diffusés ont de plus en plus de succès. La chaîne participe à de nombreux événements sur le territoire et Raymond Destouches réalise toutes les émissions avec à ses côtés son épouse et une équipe de 5 reporters et des correspondants sur les communes. Nos pensées sont tournées aujourd'hui vers sa famille. Écoutons quelques réactions de personnes que nous avions rencontrées lors des 15 ans de Télégoël qui nous parlent de Télégoël et de son fondateur Raymond Destouches. C'est avant tout, à mon avis, le résultat du travail d'une équipe, le résultat du travail de Raymond et de son équipe. Et Télégoël a commencé à vivre une évolution lente qui est partie d'un centre de Siby qui était présidé par Henri Lys. Et petit à petit, l'idée est venue de s'ouvrir à la vidéo. Avec Raymond, c'était facile. Et ça a été le début, si on peut dire, de la création de Télégoël. Début. Et après, comme je ne veux pas me répéter, parce que ça, vous l'avez entendu partout, tout le monde vous l'a dit, on nous a fait confiance. Au début, on s'est méfié un peu. Et quand ils ont vu ça, alors là, on m'a dit, ça va, on peut leur faire confiance, on y va. Et alors, quand je vois maintenant ce qu'il y a là, et ce qui me fait énormément plaisir, c'est que Raymond n'a pas tiré les couvertures à lui. C'est que Raymond a pensé à tout le monde, à tous ses collaborateurs. Il ne m'a pas oublié. La start-up Terradonna et l'agglomération de Lanciévin nous annonce l'arrivée imminente de Clink. Le principe est simple, plus vous recyclez de verre, plus vous avez des points qui vous donnent droit à des cadeaux ou des bons de réduction dans les magasins partenaires. Clink, c'est la consigne 2.0, être récompensé pour recycler en vous connectant avec une carte personnelle ou un smartphone. Ce système sera mis en œuvre début juillet sur le territoire. On écoute Alexandre Tutolomondo, conseiller chez Terradonna. Alors Clink, c'est un système qui récompense le geste du tri. Donc c'est un système qui s'adapte directement aux containers ou points d'apport volontaire existants et qui va récompenser les trieurs. Donc le principe, c'est tout simple. 2 méthodes pour se connecter. Une carte qui sera disponible gratuitement pour l'ensemble de la population et l'application mobile. Donc on se connecte au container et on jette ses bouteilles. Et chaque bouteille jetée représente un point. Et ces points-là, vous pourrez les dépenser donc chez les commerçants partenaires locaux de centre-ville ou en faire don aux associations caritatives et humanitaires. C'est un produit de Terradonna, donc une société, une start-up innovante créée en 2013. Et donc c'est l'agglomération Lens-les-Vins qui a financé ce projet. Donc le système sera 100% opérationnel début juillet. Pour l'instant, il y a 5 villes en phase d'expérimentation. Donc on a Lens, Bully-les-Mines, Saint-Goël, Ulu et Los-en-Goël. Donc la première année est une phase d'expérimentation et ensuite Clink va s'étendre sur l'ensemble de l'agglomération.
Vous pouvez vous rendre désormais sur clink.com, donc cl3ink.com, et sur une chaîne YouTube, Terradona Clink, qui vous montre un peu le fonctionnement du système avec des tutoriels et des témoignages commerçants et usagers. Lundi dernier, les élus de la région, mais aussi des agglomérations de Lanciévin et Hénin-Carvin, se sont retrouvés à Loison-sous-Lens pour exposer à la presse les travaux d'aménagement qui seront effectués sur les berges du canal de la Souchet. Maxime Delehaize, Maxime Lanvin et Camille Tombré se sont rendus sur place. Les berges du canal de la Souchet se renouvellent. Le lancement des travaux a été officialisé en présence des élus du territoire, direction Loison-sous-Lens. Le premier objectif est déjà de pouvoir cheminer jusque Lens. On a 10 km de berge, c'est de pouvoir aller jusque Lens sans avoir de coupure physique, donc de pouvoir créer un réel cheminement. Et puis après, chaque commune a des choses à faire valoir sur le tracé. On a, nous, pour la ville de Courrières, un centre équestre avec une ferme pédagogique. Arnes a son lagunage. On a parlé tout à l'heure des atouts de Loison et de Noyelles. Donc chacun va mettre en avant ses atouts. Le but, c'est de créer une cohérence et un cheminement sur l'ensemble. Le fait qu'on puisse travailler ensemble, et ça a été dit tout à l'heure, ça a permis de donner une vraie dynamique à ce projet. On avait l'habitude de travailler chacun dans nos communes sur ces espaces, et le fait qu'on ait pu à 4 communes se pencher sur cette Souchet et les berges qui la composent, ça a permis une réelle dynamique et une synergie importante pour ce projet. Ouais. Un projet de plus de 5 800 000 € financé par les différentes communes des agglomérations, mais aussi par la région. C'est un très bel investissement. On injecte 2 800 000 €. Ce sont des fonds territoriaux européens qui sont gérés par la région, qui est autorité de gestion compétente. Et ce projet nous ayant séduit, on a choisi de le financer pratiquement à 50%. Alors la valorisation du patrimoine est importante, mais l'atout principal de ce projet, c'est effectivement que plusieurs communes aient travaillé ensemble à destination de leur population qui a de plus en plus besoin d'avoir des services intéressants autour d'elle pour ne pas subir ce flux migratoire et cette image malheureusement encore un peu désastreuse du bassin minier. Le but étant d'avoir des sports nature, de pouvoir réinvestir nos terris, de pouvoir se balader le long de nos berges et puis d'avoir un intérêt commun à rester sur ce territoire. Des travaux qui débuteront dans quelques semaines sur les différentes communes de Fouquier-les-Lances, Arnes, Noyelles-sous-Lens, Courrières, mais aussi Loison-sous-Lens. L'ensemble de la population qui, là, retrouve à la fois un havre de paix et en même temps, derrière, quelque chose qui va non seulement les porter, mais aussi les transporter. L'aménagement des berges offrira aux habitants une multitude d'activités touristiques, éducatives, mais aussi sportives. Sur la ville de Noyelles, par exemple, ce parcours de trail sur ce magnifique terri sur lequel on peut voir les étangs de Arnes, franchement, ça c'est déjà quelque chose de grandiose. Des vues aussi au niveau flore, mais au niveau aussi tous ces petits animaux, tout ce qui est ces canards, tout ça, ces points de vue que nous aurons juste au pied de ce terri, qui seront donc sur Arnes, et puis au niveau du lagunage. Et je crois que déjà, quand on parle des emplois civiques, qui explicitent déjà, voyez, ce lagunage, comment ça fonctionne. Et puis des promenades à cheval, on en voit déjà, mais elles vont pouvoir se faire beaucoup plus éloignées qu'aujourd'hui, avec des allées et des retours, et pas par le même chemin, beaucoup plus agréable, oui. La communauté d'agglomération de Lanciévin et SFR ont annoncé la semaine dernière au Louvre-Lens la finalisation d'un accord sur le déploiement de la fibre optique dans 24 communes de l'agglomération, désormais éligibles à la fibre 1 gigabit par seconde. Particuliers et entreprises peuvent désormais profiter du très haut débit, soit 50 fois plus vite que la DSL. Christophe Billoir a tenu à en savoir plus. Aujourd'hui, par rapport au réseau qui existait, qui était celui du câble et qui a été modernisé, l'ensemble des investissements ont été prévus. Donc on est à 72 000 logements, donc ça concerne plus de 200 000 habitants. Ça veut dire qu'il y a 72 000 logements ici dans l'agglomération de Lens qui sont aujourd'hui reliés à la fibre. Et donc les habitants de l'agglomération peuvent s'abonner à la fibre et profiter du très haut débit qui apporte beaucoup dans la consommation quotidienne de la télévision. SFR avait repris le réseau numéricable
bloc donc sur une partie des communes, pas sur la totalité des communes, ce qui est complémentaire au déploiement de la fibre globale qui est fait dans le cadre de l'appel à projet national par Orange. Donc sur les 24 communes concernées par le réseau Numéricable, SFR avait décidé il y a 3 ans d'augmenter la capacité pour donner l'accès à la fibre, donc un très haut débit à ce niveau-là. Donc les travaux nécessaires à ce déploiement ont été réalisés et aujourd'hui on en arrive à ce que les 72 000 foyers soient reliés ou reliables par cette fibre et donc avec un accès Internet facilité, amélioré. Puis il y a 3-4 ans, la couverture fibre de notre territoire était proche de zéro. Aujourd'hui, on est quand même à une bonne partie déjà couverte et déjà accessible pour la population. Aujourd'hui, les administrés, enfin nos clients investissent massivement dans tout ce qui est high-tech, on va dire téléviseur connecté, iPad, tablette, etc. C'est 7 outils connectés par foyer en moyenne. Donc s'il n'y a pas la bande passante, ça ne marche pas. Donc cette bande passante aujourd'hui, elle est présente au sein de l'agglomération. Donc les futurs clients pourront en profiter. Nous avons en plus, aujourd'hui il y a une offre qui est proposée à nos clients lorsqu'ils se rendent en boutique, c'est une offre Power qui est à 19 €, qui est une remise, qui est remisée à 19 €. Et le groupe a décidé, en plus de cette offre, d'offrir un mois gratuit à nos clients, à nos futurs clients, pour faire en sorte de pouvoir en profiter très rapidement du très haut débit. La semaine dernière, les parents d'élèves de l'école Cosette de Méricourt ont manifesté pour soutenir le départ soudain de leur directrice. Notre JRI Camille Tombré était partie à leur rencontre. On est en colère contre l'administration, contre l'éducation nationale en général, parce qu'on a décidé de nous changer de directrice du jour au lendemain. Et notre directrice a 15 points, je crois, et d'ancienneté. Et une autre directrice a demandé ce poste-là et elle en a 34. Et du coup, elle passe prioritaire par rapport à la nôtre qui est déjà en poste et qui a déjà amplement fait ses preuves auprès des enfants et des parents. Avant elle, c'était une directrice qui avait une 30aine d'années d'ancienneté, qui était très bien, mais qui a décidé de partir d'elle-même et elle avait de bonnes raisons de partir. Maintenant, cette directrice-là a mis en place une réelle bienveillance à l'égard de nos enfants. Elle a mis en place beaucoup d'ateliers, elle fait participer beaucoup de parents et vraiment, oui, elle est fédératrice en tout point. Il s'avère en réalité que l'ancienne directrice de l'école, partie volontairement, a souhaité reprendre son poste à la surprise de tous. Elle reviendra donc dès la rentrée prochaine. Les élèves du lycée Hennebique de Liévin organisaient il y a quelques semaines une exposition relatant le développement du projet Écoquartier de Méricourt. Un reportage de Florent Ledemazel. C'est un projet que nous travaillons dessus depuis 2 ans et demi. Nous avons donc commencé la maquette sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD sur Autodesk. Nous avons mis avec les élèves 3 mois. Puis à partir de ces plans que nous avons eus par l'agence Houillet, donc l'architecte, nous avons décomposé la maquette en 8 et avons décidé de l'échelle qui est de 1/300. Nous avons depuis maintenant 7 ans avec le CNBIC un partenariat avec l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Monsieur Zéhi avait comme projet de travailler sur un écoquartier. Donc avec la ville de Méricourt, le maire nous a gentiment proposé de venir travailler sur son écoquartier qui se situe près de Méricourt village. Et nous avons pu visiter 2 écoquartiers, donc un à Lille, le Five Kyle, et le Boussicot à Paris. Et donc depuis, après avoir travaillé dessus, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière, pour présenter le projet et voir les avancées qu'on a pu faire durant ces 2 années. C'est les élèves de première et également les élèves de terminale, quelques élèves de terminale qui ont travaillé sur les planches et sur la maquette. Alors déjà, c'est un écoquartier qui va être très grand, assez grand. Et bien positionné avec la médiathèque, donc la bibliothèque, avec la cantine qui va être présent dans cet écoquartier et les multiples logements. Donc je pense que ça va être un très bon positionnement et un très bon écoquartier dans cette ville de Méricourt. Le week-end dernier, la ville de Lens a connu sa première Gay Pride. Plus de 600 personnes ont rejoint le cortège de la Marche des Fiertés pour défiler dans les rues de la ville. Au programme, défilé de chars,
danse, drapeau arc-en-ciel flottant sur la place Jean Jaurès. Un seul mot était sur toutes les bouches des habitants, la tolérance. On écoute Jérôme Capet, président de l'association Arc-en-Ciel Power, et quelques réactions au micro de Télégoël. La situation, ça fait plusieurs années qu'on veut la faire, et cette année on s'est enfin battu pour l'avoir et pour l'obtenir. C'est pour ça qu'on l'a eu un dimanche, jour de la fête des mères, donc on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, mais c'est une belle réussite. Une fête de la tolérance, c'est important, mais c'est pas important pour imposer la tolérance, c'est important pour montrer qu'elle y est déjà en fait. Les gens ont plein de clichés, ils disent Lens, c'est une ville dans laquelle on ne peut pas se tenir la main, on ne peut pas s'embrasser, on se fait tabasser. Mais en fait c'est tellement de clichés et c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour essayer de montrer que la tolérance elle est déjà présente et qu'on peut être heureux ici tous ensemble. C'est une super idée et puis faut que ça se refasse l'an prochain. C'est sympa, ça met de l'animation, très belle fête. Qu'ils la refont, ça serait très bien parce que au moins ça donne déjà de l'animation et voir que nous on est là quand même. Chacun fait ce qui lui plaît, hein. Moi je trouve pas... C'est normal, chacun fait ce qui lui plaît. Le week-end dernier, l'association Porte-Mine organisait une kermesse à Los-en-Gohel sur la thématique des jeux fabriqués à partir d'objets recyclés. Les visiteurs ont profité de ce recyclage pour créer de véritables objets de loisirs. Un reportage de Maxime Deleué et Maxime Lanvin. Alors, Porte-Mine a été installée en septembre 2016 dans la maison d'ingénieurs de la cité du 12-14. Et l'année dernière, on avait initié une fête à l'occasion à la fois du printemps, mais c'est aussi aujourd'hui la fête des voisins. Et donc, voilà, on va chercher les idées des habitants et on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à la fois dans les villes, donc que ce soit ici à Los-en-Gohel aujourd'hui ou demain à Lens. Et les gens avaient envie de faire une kermesse, en tout cas de se retrouver une après-midi autour de jeux et de moments de convivialité. Donc aujourd'hui on fait petite place à la fête, donc il y a un avant-goût en fait de notre grande place à la fête qui aura lieu demain à la maison d'ingénieurs. Alors on a invité une compagnie qui s'appelle la compagnie DUT autour d'une kermesse à partir de matériaux de récupération et une kermesse un peu artistique et détournée, donc qui s'appelle Austrei Jeux. Donc vous pouvez voir, il y a pas mal de jeux voilà, à faire seul ou en collectif à partir de récupération de coquillages, de moules, enfin voilà, sur le thème de la mer. On a travaillé aussi avec les habitants autour de mobiles avec des petits bateaux, puisque demain on décore aussi le parc avec ces mobiles. Et à la fois les femmes du centre social de Lens, mais aussi des habitants sur des fanions pour donner le côté festif. Et puis on a complété la kermesse DUT par deux jeux coopératifs, dont un qui est la superposition des cubes, donc un jeu d'équipe, de coordination et de coopération. Cette kermesse s'adresse à tout le monde. On est tous des petits ou des grands enfants, donc les jeux ne sont pas exclusivement réservés aux enfants, bien au contraire. Ils peuvent être faits à la fois de manière intergénérationnelle ou entre personnes d'un certain âge aussi. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir ouvrir ces moments de jeu et ce moment de rencontre effectivement à tout le monde. Alors on organise d'autres événements. On aura notamment tout le mois de juillet ce qu'on appelle les vacances autre part. Donc là on est en train de construire le programme avec pas mal de coopérateurs. L'idée, c'est de proposer des après-midi festifs, conviviales, mais qui valorisent aussi les initiatives du territoire. On proposera également, en partenariat avec le Louvre-Lens, un été au parc. Donc voilà, il y aura aussi toute une programmation au parc du Louvre à découvrir cet été. Et puis, on a lancé un grand projet de création de mobilier urbain dans le quartier du 12-14, qui devrait aussi être installé fin juillet avec une petite fête, mais on vous en dira plus très prochainement. La médiathèque d'Avion a mis en place sa première boîte à livres au parc des Glissoires, boulevard d'Armonis. Le concept est simple, vous pouvez déposer les livres dont vous ne voulez plus pour en faire profiter les autres. Un concept innovant et écolo. On écoute Guillaume Saillon, chargé des affaires culturelles de la ville, et Nathalie Delattre, responsable de la médiathèque, au micro d'Olivier Averland, Maxime Deleué et Maxime Lanvin. Singularise une fois de plus, j'ai envie de dire, après l'organisation des assises de la culture et de l'éducation populaire, après la création d'un nouveau festival de Les Utopistes debout, notre engagement pour la culture, voilà, une étape supplémentaire, les boîtes à livres, avec un principe simple, le partage direct entre habitants, entre citoyens. Les boîtes à livres, il n'y a rien de plus simple, en fait, c'est le principe du donner-recevoir. Donc en fait, vous mettez un livre en toute liberté dans la boîte, vous pouvez en reprendre un autre gratuitement et le garder chez vous autant de temps que vous le voulez.
Donc soit vous le reposez dans la boîte une fois que vous l'avez lu. Le principe, c'est de ne pas laisser à la maison des livres qu'on a lus et dont on n'a plus l'utilité. Le principe, c'est de partager et surtout de faire circuler les livres entre vous. Donc la boîte est un simple relais où il y a des échanges gratuits de livres entre particuliers et citoyens. C'est le principe du donner-recevoir. Alors 4 boîtes pour l'instant, on va expérimenter, on va voir si l'affaire fonctionne ici à Avion, mais j'en doute pas. Et si tel est le cas, en 2019, on devrait doubler la mise, donc 4 autres boîtes dans 4 autres quartiers. Et à terme, pourquoi pas imaginer que chaque quartier de la ville d'Avion soit doté de sa boîte à livres. J'espère qu'on va faire des petits. J'ai entendu dire que la ville de Salomine pourrait être intéressée aussi par l'installation de ces boîtes, donc c'est tout ce que je souhaite. Sergex, alias Serge Leroux, fils de mineur né à Méricourt dans l'après-guerre, passionné pour la peinture psychédélique, a été redécouvert tout récemment. Florent Ledemazel a rencontré Barnabé Mons, maître d'œuvre de cette redécouverte et commissaire de l'exposition Sergex, un peintre sous influence, en partenariat avec Zone de Confusion et le LAM de Villeneuve-d'Ascq. Le vernissage de cette exposition événement aura lieu ce vendredi 1er juin à 19h à la gare de Méricourt. Alors l'œuvre de Sergex, en fait, je l'ai rencontrée un peu par hasard en découvrant une œuvre que j'ai pu acquérir. Et cette œuvre me hantait complètement et à force j'ai voulu en savoir beaucoup plus sur cet artiste. Serge Leroux est né en 1950 d'un père mineur et d'une mère au foyer. Il commence à peindre et à dessiner très tôt, mais c'est à partir de mai 68 qu'il décide de se consacrer entièrement à la peinture, à l'art. C'est sa compagne Nicole qui va vraiment le soutenir pendant toute sa vie et lui permettre de ne faire que ça en fait. Et j'ai réussi à retrouver la famille. Et en fait, quand j'ai appelé la famille qui est maintenant basée à Carcassonne, l'atelier du peintre était fermé depuis son décès en 1991. Donc mon appel a été un petit peu l'élément déclencheur qui a fait qu'on s'est mis un peu tous ensemble à regarder ce qu'il y avait dans ce fond d'atelier. Et c'était, à mon avis, extraordinaire. Donc il y a eu l'envie ensuite très vite de faire une exposition. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui à Méricourt, qui est la ville d'origine de Sergex, alias Serge Leroux. Alors ce qui fait la valeur de l'œuvre de Sergex, c'est qu'elle est complètement inclassable, même si elle commence avec le mouvement psychédélique de la fin des années 60, qui s'exprimait particulièrement dans la région minière, autour de clubs qu'il y avait à Dourges, à Carvin. C'est assez étonnant, mais des groupes comme Jimi Hendrix Experience se sont produits à Loison-sous-Lens. Il y a eu vraiment un mouvement psyché, hippie, pop, dans les mines, et Sergex en est un peu le représentant pictural. Donc ça commence comme ça au départ, par une œuvre très psychédélique, très colorée, de l'ordre de la vision. Et ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus en fait. Et en découvrant toute l'œuvre, il y avait quand même plus de 200 pièces, il y avait beaucoup de choses très impressionnantes. Et finalement, il a laissé une œuvre très aboutie et aussi de dimension muséale. J'ai voulu en parler à mes contacts au LAM et la réponse a été positive puisque on fait donc une double exposition. Il y en a une partie à Méricourt, ici, et une autre partie qui ouvrira très prochainement au LAM de Villeneuve-d'Ascq. Les étudiants de la fac Jean Perrin de Lens vous attendent le 9 juin prochain rue Vasco de Gama à Lens pour un ramassage exceptionnel de déchets. Ils vous réservent évidemment quelques surprises comme un food truck ou encore des stands, car après l'effort, le réconfort, ce geste éco-citoyen fait l'objet d'un projet de fin d'année. On les écoute au micro de Maxime Deleué et Maxime Lanvin. Le Lens Clean Up Day, c'est un événement fédérateur de ramassage des déchets et de valorisation du territoire. Alors on est 8 étudiants de la faculté des sciences Jean Perrin de la licence gestion et protection de l'environnement. On s'est inspiré du World Clean Up Day qui se déroulera le 15 septembre. Parce que c'est un sujet d'actualité en lien avec notre formation et qu'aujourd'hui ça devient réellement un enjeu sur le territoire et pour les citoyens de déjà pouvoir se promener dans un espace agréable, propre et aussi en termes de gestion pure des déchets, c'est-à-dire ce qui est jeté dans la nature de une n'est pas recyclé, donc c'est-à-dire qu'on va encore de nouveau épuiser les matières premières. Le 9 juin 2018 à 9h30, rue Vasco de Gama à Lens, donc le Lens Clean Up Day. On vous accueille à 9h30 avec un petit déjeuner et des mini viennoiseries.
À 10h, on commence le ramassage, donc on vous aura distribué un gilet jaune, des gants, des pinces et des sacs poubelles. On va essayer de faire un peu de tri des canettes, des bouteilles en plastique, de mettre de côté ainsi que les gros objets. Après, on aura un sac tout venant. À midi, donc on se réunit, on comptabilise ce qu'on a récolté, on prend une photo de groupe et puis ça sera un moment un peu plus convivial où voilà, on va boire un petit coup, il y aura un food truck, on pourra discuter, échanger, visiter les stands et remercier tout le monde. Nous vous attendons le 9 juin 2018 à 9h30 rue Vasco de Gama à Lens pour une matinée festive et animée et surtout positive. Et que ce soit entre amis ou en famille, la bonne humeur sera au rendez-vous. La constellation imaginaire, c'est du 5 au 16 juin et c'est mis en place par Culture Commune. On accueille tout de suite Estelle Coquerel qui nous dévoile le programme. Estelle Coquerel, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télé Goël. Bonjour. Alors, on va rappeler un peu ce que c'est que Culture Commune. Vous êtes on est la scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais. Pour faire très simple, c'est un théâtre en fait. On est installé à la fabrique théâtrale de Los Angeles sur la base 11-19. Mais le gros de notre activité et des spectacles qu'on propose en partenariat avec les villes et les structures avec lesquelles on travaille se fait sur tout le bassin minier du Pas-de-Calais. Donc les 3 communautés d'agglomération que sont Béthune-Bruay, Lens-Liévin et L'Incarvin. Des temps forts sur tous les ans qui reviennent ? Des temps forts tous les ans qui reviennent et une programmation aussi qui s'étale au fil de la saison. Et aujourd'hui, on est là pour parler du temps fort, la constellation imaginaire. Alors, à quoi on peut s'attendre ? Alors, on peut s'attendre à pas mal de propositions de spectacles sur un temps assez resserré. On est sur 6 jours de programmation dans 6 communes. Et on va avoir 23 spectacles, plus d'une 60aine de représentations dans toutes ces villes et sur tout le bassin minier. Alors des spectacles de théâtre, des spectacles musicaux ? Exactement, des spectacles pluridisciplinaires, donc parfois de théâtre, parfois de cirque, parfois plus musicaux ou de la danse aussi. Il y en a vraiment pour le coup pour tous les goûts, pour tous les âges aussi. L'idée c'est de créer vraiment un temps de rencontres avec les habitants et la population et ces spectacles et ces propositions artistiques. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors ce festival, on peut l'appeler festival, il a lieu tous les ans. Et depuis c'est la combien d'années ? 4e année pour le coup. Donc voilà, donc on commence un peu à roder la machine et on est toujours sur cette dynamique entre l'agglomération de Béthune-Bruay d'abord et après celle de Lens-Liévin où on va terminer sur la base 11-19 et dans la cité des provinces de Lens. D'où vient ce nom, la constellation, un nom un peu rêveur et imaginaire C'est notre directeur Laurent Coutouli qui a trouvé ce nom quand il est arrivé, donc il y a 4 ans et demi maintenant, de constellation imaginaire pour ce temps fort dans l'espace public. Alors c'est du 5 au 16 juin, oui. Ça démarre jusqu'au 16 juin, du 5 au 16 juin sur l'agglomération Béthune-Bruay. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme temps fort sur ces dates ? Alors, les premiers jours, le 5, le 6, le 7, on va être sur les communes de Violaine, Ouchin, Vendin-les-Béthunes, avec 2 propositions artistiques vraiment tout public. Un petit spectacle qui s'appelle Les 3 petits cochons, qui est plutôt un spectacle avec un bonimenteur sur le conte et une revisite du conte. Donc très, très punch, assez jovial pour le coup. On a aussi une autre proposition avec Sherlock Holmes, Nicolas Turon, où pareil, on est plutôt sur un spectacle avec un bonimenteur qui se sert vraiment de la réaction du public et donc ça promet aussi de ne jamais être le même spectacle en fonction des communes, même si c'est la même trame pour toutes les communes. Et l'idée dans ces communes, c'était vraiment de créer des débuts de soirée et d'amener vers la rencontre entre les artistes et les habitants. Et donc à la suite de ça, on propose ce qu'on appelle nous des repas partagés. L'idée, c'est que chacun vient avec une tarte, une salade, et on partage ça tous ensemble autour d'une buvette jusqu'à plus soif et plus faim. Donc beaucoup de spectacles participatifs en fait. Des spectacles participatifs, oui, il y en a quelques-uns. Après, beaucoup de spectacles qui réagissent avec le public. Donc on ne va pas dire qu'on attend forcément la participation des gens. On ne les a pas appelés pour qu'ils participent, tout n'est pas fait d'avance.
mais c'est plutôt, ils vont se servir de ce qui se passe vraiment et des réactions des gens pour reconstruire parfois leur trame. Voilà. Alors, on va venir un peu sur le territoire de Lens-Liévin avec une grosse date. Oui, le 16 juin. Le 16 juin, où on sera sur la Cité des Provinces de Lens, qui est juste collée à la base 11-19 de Los Angeles. La base 11-19, c'est là où il y a les 2 terris jumeaux. Donc une grosse journée, on va commencer à partir de midi sur la place du Quercy avec quelques propositions artistiques autour de la kermesse de l'école Pasteur, des écoles Pasteur, avec lesquelles on est en partenariat justement. L'idée, c'était de participer, nous, à cette kermesse via la Constellation, en proposant des spectacles à l'intérieur même de la kermesse. Donc de midi à 16h, on va se retrouver sur cette place du Quercy. Et l'idée, c'est qu'à 16h30, on monte tous ensemble en fanfare vers la base 11-19 pour recréer un espace où on va retrouver des spectacles, des entresorts. On ira même au pied des terris, sur le plateau des terris, vous découvrir 2 spectacles, etc., etc. Alors, une fanfare avec un nom assez rigolo, la fanfare de la Touffe. Une particularité sur cette fanfare? C'est une fanfare faite par les gens. C'est pas une fanfare avec des musiciens professionnels qui vont venir jouer comme ça. En fait, les musiciens professionnels, ils sont 2. Et le but du jeu, c'est qu'ils arrivent avec une voiture remplie d'instruments à vent. Donc une trompette, un trombone, un hélicon. Et vient qui veut. On dit que c'est de 8 à 88 ans. La seule contrainte, c'est qu'il faut savoir inspirer et expirer sur demande. On va faire 2 heures d'atelier, de 14h à 16h, avec ces musiciens professionnels qui vont vous apprendre à répondre à des gestes de conduction assez simples. Donc ça peut être, par exemple, ici, on va jouer de plus en plus fort, ici, on va jouer de plus en plus petit, là, on va s'arrêter. Et en fait, au bout de 2 heures, ils font fanfare, on fait fanfare. Donc entre 25 et 90 personnes, parce que 25 c'est le minimum pour faire la fanfare, et 90. Donc on attend beaucoup de monde et on attend les téléspectateurs de Télégoël pour le coup. Je pense qu'ils vont venir nombreux, ils aiment bien Culture Commune de toute façon. Et est-ce qu'il y a un moment à ne pas manquer sur cette constellation? Un moment à ne pas manquer, c'est peut-être difficile. En fait, c'est me mettre à dos la moitié des compagnies si je dis qu'il y a un moment que je préfère ou pas. Mais du coup, il faut dire aucun. Ah ouais, mais voilà, c'est ça. Non, mais tous forcément. Alors après, en fonction de mes goûts à moi, forcément, il y a des choses que je préfère. En fonction des goûts de tout le monde, il y a forcément des choses que vous allez préférer aussi. L'idée, c'est que l'équipe de Culture Commune, en fonction de ce que vous cherchez, de ce que vous aimez ou quoi, ou si vous avez des enfants, on est là vraiment pour vous accueillir. On aura 2 points d'accueil qui seront à Anzin, donc les journées du 8 et du 9, et aussi sur la base 11-19 le 16. Et on est vraiment là pour vous enseigner et faire en sorte que vous trouviez votre bonheur parmi toutes ces propositions. Alors, on peut rappeler les dates et les horaires, et puis peut-être où on peut aller chercher la programmation pour toute cette semaine? Donc, pour le coup, on est vraiment sur la constellation imaginaire qui va se dérouler du 5 au 16 juin. On est sur des spectacles qui sont gratuits totalement. Et on est, pour retrouver la programmation, vous pouvez vous rendre sur le site de Culture Commune, donc culturecommune.fr, ou essayer de chercher, de trouver cette plaquette qui vogue un petit peu partout dans le coin. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette constellation, sur cette programmation? Eh bien, écoutez, je crois que le soleil est de la partie. En tout cas, les prévisions météorologiques sont plutôt clémentes pour nous. Non, franchement, je crois que c'est plutôt bien. Je vous le souhaite, je le souhaite à tous les spectacles. Donc, je conseille à tout le monde de venir plutôt avec un chapeau, de la crème solaire et un peu d'eau, quoi. Voilà. Bon, puis le parapluie on le range. sac au cas où il y a un orage. Non, honnêtement, j'y crois pas. Bon, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette belle programmation. N'oubliez pas, on peut retrouver tout ce programme sur culturecommune.fr. Et puis tout de suite, on retrouve notre ami Fred. La semaine dernière, nous n'avons pas eu sa rubrique sport, mais cette semaine, il est là pour vous parler des résultats. Bonjour Fred. Bonjour Valérie. Alors t'as vu, on a remis notre bon vieux plateau JT. Oui, ça fait du bien, on retrouve les bonnes habitudes. Les écharpes, etc. Bon, c'était une belle émission. Évidemment, on peut également la retrouver sur le Facebook de Télégoël. Oui, sur Facebook et sur YouTube aussi.
N'hésitez pas à la partager. Alors Fred, la ville de Arnes va-t-elle devenir un lieu stratégique des JO 2024 à Paris? C'est en tout cas la volonté de plusieurs acteurs du bassin minier. Le maire de la ville, Philippe Duquesnoy, a signé une convention de partenariat avec le comité départemental olympique du Pas-de-Calais. Cet accord va permettre à la ville d'utiliser les supports de communication des Jeux olympiques, comme le logo par exemple. Arnes désire surtout aider les JO en devenant une base arrière pour le volleyball grâce à la salle Maréchal. Plusieurs courageux ont affronté les terrils lors du trail des Pyramides Noires. Ils étaient plusieurs à s'aligner au départ du 22 km ou encore du 105 km. L'épreuve reine de cette 5e édition du trail des Pyramides Noires. Le départ de cette dernière a été donné à 3h du matin dans la pénombre. Chez les hommes, c'est Florent Albert qui a décroché la timbale, tandis que Samantha Deschott s'est imposée chez les femmes. Fin de saison au SNH. Le club de water-polo se maintient en 2e division. La deuxième partie de saison a été plus que compliquée pour les joueurs d'Emilien Caron. Ils avaient pourtant bien débuté, mais ils ont dû faire avec une deuxième moitié de championnat assez compliquée. Le président du SNH, Bertrand Lortio, s'est d'ailleurs exprimé sur la situation de son club juste avant le match face à Moulins. C'est un reportage signé Christophe Billoire. Très bon début de saison où justement c'était même peut-être plus que nos ambitions parce qu'on s'est retrouvé très bien classé. 4e si je me trompe pas, donc ce qui était une première pour le club. Après nous avons un peu joué de malchance avec pas mal de blessures, donc ce qui fait que c'était un peu plus compliqué au niveau du championnat. Mais bon, les joueurs après ont su se mobiliser et rester mobilisés, notamment pour aujourd'hui assurer le maintien en National 1 pour cette saison. Emilien et Cédric Moronval ont constitué un très bel effectif en tout début de saison où justement on espérait pouvoir évoluer tout au long de la saison au premier poste. Ma chance fait que ça n'a pas été possible. Mais finalement on est satisfait parce que comme je le disais tout à l'heure, avec l'effectif qu'on a eu pour cette fin de saison, on s'en sort très bien. Aujourd'hui on est 9e maintenu et c'est vraiment le principal pour cette fois. Si on prend le début de saison, on avait l'effectif effectivement pour faire partie des premières parties, des premières places. Sauf que la malchance a fait qu'aujourd'hui on est 9e. Mais bon, finalement, quand on regarde les blessures, l'effectif qu'on a aujourd'hui, je considère qu'on s'en sort plus que bien. Bertrand Lortio au micro d'Éric Muller pour Télégoël avec un montage de Christophe Billoire. Malheureusement, la suite n'a pas souri aux Arnésiens qui se sont inclinés 13-8 face à Moulins. Le SNH termine 9e de son championnat et se maintient donc en National 1, la 2e division française de water-polo. En handball, on reste du côté de Arnes avec le HHBC qui a fait son dernier match à domicile de la saison. C'était face à Aubervilliers. Il y avait quelques spectateurs dans la salle arnésienne. Télégoël était présente pour couvrir cette rencontre. La rédaction a notamment rencontré les deux entraîneurs, Hervé Rifflard et Sébastien Jacquemart. On a commencé cette saison avec une ambition d'accéder à l'échelon supérieur, vu qu'il y avait 4 équipes qui allaient monter. On avait terminé 4e l'an dernier, donc de gros espoirs. Finalement, il s'est révélé que le championnat était plus costaud que ce qu'on avait prévu. Il y avait notamment les promus qui finissent aux 4 premières places, avec le voisin Hasbrook notamment, les 2 réserves, Chambray et Le Havre. Et la 4e qui montera, ça sera Paris ou bien Palaiseau. On finit très bien la saison, là on est sur 3 victoires, on a enchaîné 3 victoires, il reste 2 matchs, on espère finir sur une bonne note et puis accrocher la 5e place. C'est vrai qu'on avait nourri beaucoup d'ambition au début de saison, une 4e place l'année dernière. Si on est à cette place-là cette année, c'était synonyme de monter en National 1. Donc on avait annoncé effectivement qu'on avait ces ambitions et cette intention de pouvoir monter à l'échelon supérieur. Au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas forcément
je dirais, été le cas sportivement. On a eu quelques difficultés en tous les cas pour atteindre, je dirais, cet objectif. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un retour mitigé en tous les cas de cette saison. On aurait préféré être dans une position nettement plus intéressante pour pouvoir aller toucher et atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Maintenant, on a la chance d'avoir un groupe qui a très bien vécu, qui est resté solidaire en tous les cas, malgré ces temps faibles et ces périodes délicates et difficiles. Je dirais que notre faiblesse a été peut-être notre incapacité à gérer la pression de l'objectif qui a été fixé au départ. Maintenant, Arne est resté avec ses armes, avec sa combativité, sa solidarité et puis son envie d'aller toujours plus loin, quoi. Les mois de sport nature, c'est jusqu'au 24 juin et cette grande fête est organisée par le département. Quand l'environnement rencontre le sport, ça nous donne ce mois spécial dont a fait partie le Trail des Pyramides Noires. Plusieurs événements seront organisés pour créer des liens entre les sportifs, les clubs et bien sûr l'environnement à travers des formations ou encore des sensibilisations. Le clou du spectacle sera la nouvelle formule des 6 heures et 24 heures du Pas-de-Calais. Ludovic Loquet, président de la commission environnement et développement durable au département du Pas-de-Calais, a répondu à nos questions. En ma qualité de vice-président en charge des sports et de l'environnement, ces champs-là de l'environnement et du sport doivent être conjugués ensemble. Et c'est cet événement pluriel, ce sont ces événements pluriels qui méritent effectivement d'être mis en valeur. Donc il n'y avait pas de raison que nous soyons effectivement à l'abri de manifestations qui ne soient pas sportives. Et d'ailleurs, dans l'événement qui nous amène aujourd'hui à être ici, on l'a entendu, il va y avoir des moments festifs, des moments musicaux. Voilà, je pense que ce mariage des différentes choses fédère les personnes et c'est ce que nous, le département du Pas-de-Calais, souhaitons mettre en place pour les habitants de cette belle entité départementale. N'hésitez pas à participer donc à toutes ces activités sportives, des activités qu'on retrouve sur le site du département, je pense, la programmation, Fred. Évidemment. Merci Fred. Merci Valérie. À la semaine prochaine. Bien sûr. Avec d'autres résultats sportifs. Tout de suite, vous allez me retrouver moi parce que ni Camille ni Nathalie sont là pour l'agenda culturel. À tout de suite pour l'agenda. Cette semaine, Nathalie et Camille n'ont pas pu se joindre à moi pour ce journal, mais je vous ai concocté quelques sorties pour ce week-end. Alors, on débute cet agenda culturel par le traditionnel gala de l'atelier municipal de danse à Vionnet, vendredi et samedi à 20h au centre culturel Jean Ferrat d'Avion. On continue avec le concert de gala de l'Harmonie de Arnes samedi à 20h30 à l'espace culturel Jacques Prévert avec la participation de la compagnie Tation. Les musiciens vous feront revivre les plus beaux morceaux du 7e art. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles. Si vous préférez danser samedi soir à 21h, le centre culturel Évasion de Noyelles-sous-Lens vous transporte dans un bal folk. Les musiciens de Erreur de Casting vous feront voyager et ils ont même prévu de quoi vous restaurer. Et on termine cet agenda avec un voyage gustatif et littéraire au Louvre-Lens. Olivia Burton et Jean-Claude Janson vous attendent vendredi et samedi à 18h15 et à 20h30 pour redécouvrir l'exposition L'Empire des Roses consacrée à l'Arc-à-Jarre, une activité pour toute la famille. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et même Instagram. À bientôt sur Télégoël.